Naomi Klein est connue notamment pour 4 livres, dont No Logo et surtout La stratégie du choc. Elle est aussi connue, surtout en Amérique du Nord, pour son activisme de gauche et ses alertes proches du GIEC et d'autres cercles militants liés à l'environnement et au climat. Dans ce nouveau livre, paru en 2023 en anglais et l'an dernier en français, elle s'attaque à un tout nouveau sujet qui pourrait trop vite paraître anecdotique, mais ce n'est pas du tout le cas. Tout part d'une confusion d'identité sur le net. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes, puis certains commentateurs et même quelques activistes ont confondu Naomi Klein avec une autre Naomi, beaucoup moins connue de notre côté de l'Atlantique, mais célèbre pour son engagement qualifié de féministe aux USA. Or, Naomi Wolf, l'autre Naomi, est progressivement passée de gentille activiste féministe et conseillère d'Al Gore à relais de fausses informations et nouvelles égéries de sites d'extrême droite, tels que la chaîne d'information privée de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Nous connaissons toutes et tous des gens autour de nous qui ont, en quelques années, ou parfois à la faveur d'un événement particulier, basculé complètement dans des thèses opposées à ce qu'ils défendaient jusqu'alors. Ou des personnes très engagées, avec qui nous partagions des combats avec bonheur et qui soudainement ne veulent plus rien avoir à faire avec nous, soit que leur motivation initiale ait changé radicalement, soit que les petites différences qui nous paraissaient peu importantes sont tout à coup devenues essentielles et indépassables. Cette césure entre les deux Naomi va être l'occasion pour l'autrice de se plonger courageusement dans une enquête qui va rapidement dépasser leur opposition. À travers des exemples qui aident le lectorat européen à mieux comprendre ce qui se passe chez notre grand allié, les États-Unis, ces dernières décennies, Naomi Klein cimente un raisonnement qui vous montre à quel point la liberté d'expression, objet de culte inquestionnable aux USA, a fini par transformer la scène publique, y compris médiatique et politique, en affrontement de monologues absolument incompatibles. Comme disait Calvin, maman et moi parlons la même langue, mais pas le même langage. Naomi Klein nous fait voyager à travers les événements de ces 15 dernières années environ, depuis Occupy Wall Street jusqu'à la résurgence du candidat Trump, pour montrer l'efficacité d'un ensemble de discours de droite et d'extrême droite, dont les principales cibles sont la raison, la science, les faits, la gauche en général, les militants environnementalistes et tout ce qui n'est pas eux, ou plus rarement elles. Naturellement, l'un des événements phares repris dans le livre est l'épidémie du Covid-19 et tout ce qui y est lié. À travers l'exemple de Naomi Wolf, on découvre pratiquement comment on en arrive à la nomination de Robert Kennedy au poste de ministre de la Santé, nomination qui sort cependant de la temporalité du livre. Wolf et ses homologues imaginent une espèce de super grand complot qui dépasse de très loin les intérêts financiers des entreprises pharmaceutiques au point d'en conclure que ce sont les personnes vaccinées qui sont dangereuses pour les autres et qui entravent leur liberté. La première desquelles étant celle d'entreprendre. On découvre, à travers un moment fort, toute la technique de division basée sur un mélange de faits réels, d'interprétations bancales transformées en vérité et d'inventions, d'informations, le tout aboutissant à créer des murs ou des fossés infranchissables entre les gens qui jusqu'alors, malgré leurs divergences, pouvaient vivre en bonne entente. Les influenceurs conspirationnistes font ce que j'ai fini par appeler du dédoublement de journalisme d'investigation, imitant nombre des conventions discursives propres à la profession, tout en sautant par-dessus ses garde-fous déontologiques. Naomi Wolf est une spécialiste de la chose. Régulièrement, elle affirme avoir déniché une preuve irréfutable, un scoop retentissant, et fait référence à des dizaines de milliers de pages de documents scientifiques et à des métadonnées que personne n'ira consulter pour vérifier ses dires. Généralement, il est en ressort qu'un génocide est en cours à cause de la vaccination Covid, ce qui n'apparaît nullement dans les 10 documents que j'ai pris le temps de consulter. Les plateformes des réseaux sociaux et d'informations sont bien sûr embarquées dans ce schéma, ce qui fait conclure à Klein. Aujourd'hui, la diffusion de mensonges et de messages conspirationnistes sur Internet est si répandue qu'elle est devenue une menace pour la santé publique, et très probablement pour la survie de la démocratie représentative. Mais ce n'est pas en attendant des grands patrons de la tech qu'ils éliminent les personnes que nous n'aimons pas que nous viendrons à bout de cette crise de l'information. Nous devons exiger un droit civique fondamental, la libre disposition d'une source d'information commune. Dans Internet for the People, le théoricien américain Ben Tarnoff, spécialiste des réseaux et de la tech, affirme que cet objectif est atteignable, mais qu'il implique un processus de déprivatisation, consistant à rendre publics et démocratiquement contrôlables les outils qui ont investi et conquis l'espace public. Pour bâtir un meilleur Internet, nous devons en changer les logiques de propriété et d'organisation, écrit Tarnoff, avant d'ajouter « Ce qui est en jeu n'est rien de moins que la démocratie. Un Internet mu par la recherche du profit exclut toute possibilité de démocratie. » Certaines têtes de chapitre font directement écho à des choses que nous connaissons bien. Quand l'extrême droite raconte l'au-delà de l'extrême, par exemple, ou à la fois ceci et cela, on dirait du Macron dans le texte, l'autisme ou le préquel anti-vax, le nazi dans le miroir, que l'on pourrait tendre à pas mal de personnalités qui se prétendent juste de droite. Quand je dis que l'on retrouve des phénomènes qui nous sont familiaux, brusquement, le message d'une grande partie de notre classe politique et de nos entreprises est inversé.
Il est apparu que nous étions après tout une société, que les jeunes et les personnes bien portantes devaient faire des sacrifices pour les seniors et les malades, qu'il nous fallait porter des masques par solidarité avec eux, si nous ne le faisions pas pour nous-mêmes, et que nous devions applaudir à l'unisson et remercier ceux-là même, souvent des Noirs, souvent des femmes, souvent des personnes originaires de pays pauvres, que nos sociétés avaient pris l'habitude de dévaloriser et de déconsidérer et de rabaisser dans la vie comme dans le travail. Ces marques de solidarité vertigineuses, c'était le monde à l'envers. Elles contredisaient radicalement la façon dont le capitalisme nous avait appris depuis si longtemps à ne pas nous voir et à nous négliger les uns les autres. Avec le recul, il n'est pas du tout surprenant qu'une partie de la population ait dit « Allez vous faire foutre, hors de question de porter un masque, de nous faire piquer et de rester chez nous pour protéger ceux que nous avons déjà choisi de ne pas voir. » Il est également tout à fait logique que la gratuité des vaccins ait été mal interprétée, notamment aux États-Unis, où les soins de santé sont considérés comme une manne financière et où pour beaucoup, la bonne médecine va de pair avec un régime privé d'assurance plaqué or. Tel est le raisonnement d'un agent immobilier de 31 ans dans l'Arkansas interrogé par un journaliste de The Financial Times. Si le Covid était vraiment grave, nous aurions dû payer pour le vaccin. Tout le reste est cher, alors pourquoi le distribuer gratuitement? C'est suspect. Mais on y apprend aussi des choses effrayantes, comme l'existence d'une véritable politique de gauche à Vienne dans les années 1920, c'est pas ça qui est effrayant, renversée par une vague d'extrême droite, transformant notamment un certain docteur Asperger d'humaniste visionnaire en eugéniste fasciste. Il arrive à Naomi Klein de se perdre un peu dans ses raisonnements, mais il faut avouer que la complexité de son sujet s'y prête. Par exemple, elle montre à juste titre la fausseté des complots dénoncés par cette sphère de désinformation, mais elle refuse de voir dans un enchaînement logique reliant des tendances apparemment disparates et formant le récit cohérent d'une nouvelle itération capitaliste, ce qui, à mes yeux en tout cas, est le fruit d'une entente d'esprit et d'intention en vue de fabriquer effectivement ce que ces clowns de commerciaux appellent un narratif, et que j'ai l'humeur de caractériser de théories pseudo-scientifiques ne reposant que sur des bases construites exprès pour en justifier les détails. Bref, c'est un complot. D'ailleurs, Klein identifie clairement le complot du capitalisme à peine 2 pages plus loin. Ce n'est qu'un détail, puisqu'elle retombe magistralement sur ses pattes, et il y a peut-être là qu'une erreur de traduction ou un défaut de relecture. Elle met remarquablement en évidence la faute d'un besoin pressant de croissance et d'une nouvelle économie fondée sur l'attention et l'indignation, laquelle produit effectivement de la valeur marchande, c'est-à-dire monnayable, comme une monnaie virtuelle, mais n'apportant aucun bénéfice concret, ni bien, ni service. On retrouve dans son livre des références heureuses telles de Bell Hooks, Jack Brattick, Rosa Luxembourg ou, plus surprenante, Abraham Léon, qui élargissent avec intelligence les perspectives de réflexion, montrant notamment que cette manipulation des faits est loin d'être une nouveauté. On aurait pu lui ajouter de nombreux exemples historiques, depuis la Bible et la guerre des Gaules jusqu'au tableau de propagande des temps modernes ou de l'époque napoléonienne, par exemple. Cette manipulation prend cependant un tour tragique, car les acteurs, les actrices de ce nouveau narratif sont potentiellement bien plus puissants et plus armés que les extrêmes droites ou les dictatures du passé. Au passage, Klein critique la passivité et surtout la mauvaise direction prise par le camp qu'elle qualifie de progressiste et qui a trop parié sur l'individualisme. Un individualisme que je qualifie de libéral. Cet individualisme libéral prétend que le pouvoir réside dans les individus et les groupes plutôt que dans les structures. Ce type de raisonnement se retrouve dans la plus grande partie de la production commerciale du cinéma, de la télé, et même en partie de la littérature contemporaine ou ce qui en tient lieu. Un individualisme qui s'oppose à celui de l'émancipation individuelle dans l'égalité communiste ou libertaire, ce qui pour moi est tout un, et dont peu se font l'écho, si ce n'est les plus anarchistes d'entre nous, tels Bégodeau ou Emma Goldman. Un individualisme libéral qui a par exemple détruit les structures communautaires dans l'ex-RDA, dont la jeunesse par dépit, par besoin, c'est en grande partie tourné vers l'extrême droite qui la valorise. On en arrive à la fin du livre. Klein met en évidence que chaque opération marchande exige un certain niveau d'exploitation des travailleurs, des acheteurs et des utilisateurs, mais qu'il ne s'agit pour nous que de la pointe émergée de l'iceberg. Le système capitaliste qui nous fournit en t-shirt imprimé, téléphone portable et en système de chauffage et de refroidissement hyper performant ne repose que sur un vaste monde des zones d'hyper-exploitation, de confinement humain et de pollution des écosystèmes. Toute cette terre d'ombre, comme elle les appelle, mériterait qu'on en apprenne la réalité particulière à la suite de chaque publicité qui nous assomme d'injonctions à la consommation. Nous vivons dans le déni de cette réalité, entre 80% pour les personnes comme moi, à 100% pour la plupart des victimes bénéficiaires de ce système. Il y a encore beaucoup à dire sur ce livre, sur quelques petits défauts, notamment sur le plan historique, mais dans l'ensemble, il s'agit de l'un des essais les plus importants de ces dernières années. Et il risque malheureusement de continuer à l'être si nous ne réagissons pas très vite, collectivement, et sans négocier.